Chers collègues, mesdames, messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet de ma conférence aujourd'hui, il me tient très à cœur d'adresser un merci particulier au professeur János Fruling pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter, mais aussi pour un certain nombre de points que je voudrais souligner. En 1977, mon premier stage d'externe, je l'ai effectué dans son service. La qualité de son écoute, la rigueur dans les anamnèses, c'était à l'époque des cancers thyroïdiens, la structure d'un esprit que vous me permettrez de qualifier parfois de très critique, ont été pour l'externe que j'étais à l'époque des éléments fondateurs pour tout mon parcours. Merci, professeur Fruling. Alors, la prévention primaire du cancer du sein, qu'est-ce qu'on peut en dire en 2012? Tout d'abord, pourquoi s'intéresser à la prévention primaire? Le cancer du sein demeure aujourd'hui le cancer le plus fréquent chez la femme et la première cause de mortalité par cancer dans la population féminine de notre pays. Il touche aussi des hommes. En Belgique, chaque jour, 25 femmes reçoivent l'annonce du diagnostic du cancer du sein. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on oublie beaucoup trop ce chiffre, 6 femmes vont mourir chaque jour des suites d'un cancer du sein. Notre pays a le triste privilège d'être parmi les pays européens où l'incidence du cancer du sein est la plus élevée. On n'en connaît pas très bien la cause aujourd'hui et nos experts en épidémiologie poursuivent des recherches pour mieux comprendre cette incidence élevée. Est-ce parce qu'il y a des biais dans les calculs de statistiques assez compliqués pour le registre du cancer? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui sont plus souvent rencontrés dans notre population féminine? Des facteurs de risque liés au fait pour les femmes de faire des enfants plus tard, d'avoir plus de surpoids et d'obésité dans notre population féminine? Est-ce que c'est parce que nous faisons plus de mammographie que les autres? Enfin, voilà des pistes de recherche, mais on ne connaît pas la cause de cette incidence élevée. Alors, une très très bonne nouvelle, c'est que ces 30 dernières années, on a vu diminuer la mortalité due au cancer du sein. Vous voyez ici qu'en 1973, pour une maladie dite débutante, c'est-à-dire localisée au sein, la survie à 5 ans était de 85%, elle passe à 98% 30 ans plus tard, et ainsi de suite pour les différents stades de la maladie. Mais ceci implique aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui vivent aujourd'hui encore en traitement ou en rémission d'un cancer du sein dans nos pays européens. Mais malgré cette très bonne nouvelle, il ne faut pas oublier un élément qu'a mis en évidence un rapport récent Eurocare, c'est qu'il existe en Europe des taux extrêmement variables de survie après avoir été diagnostiqués. Ces différences de survie peuvent atteindre près de 16%. La survie est excellente en Europe du Nord, particulièrement en Suède, en Norvège, en Finlande et en Islande. Elle est très faible au Portugal et à Malte, et puis on a tous les intermédiaires. Alors pourquoi? Eh bien, les pays qui ont les meilleurs taux de survie sont les pays qui, en Europe, ont mis le plus tôt en place 2 axes stratégiques. Le premier, c'est le développement de dépistage de masse à très large échelle, donc pour toute leur population féminine, et puis l'organisation en centre d'expertise, ce que nous appelons, nous, les cliniques du sein, des soins aux femmes touchées. On assiste aujourd'hui parfois à un discours un peu banalisateur au sujet du cancer du sein. Aujourd'hui, le cancer du sein, ce n'est plus rien, on guérit très bien. C'est vrai, je vous l'ai montré, on guérit très bien. Mais il ne faut pas banaliser le parcours des femmes touchées, qui est loin d'être un long fleuve tranquille. Dans cette étude portant sur plus de 300 malades atteints de cancer, dont la majorité étaient des femmes touchées par le cancer du sein, l'équipe du professeur Razavi, et c'est une étude nationale belge qui avait été demandée par le ministre de la Santé à l'époque pour justifier le financement des psycho-oncologues dans le cadre du plan cancer, eh bien l'équipe du professeur Razavi a montré que
plus d'une femme sur deux confrontée à la maladie présente plus de 16 difficultés. L'intérêt de cette étude, c'est qu'elle s'intéressait non seulement à des difficultés psychologiques, mais aussi sociales, difficultés dans les relations de couple, difficultés dans la sexualité et d'autres, donc par manque de temps, je ne peux vous détailler. Alors, ce qui est important à noter aussi, à partir de cette étude belge, c'est que une femme sur deux qui demandait de l'aide la recevait et que les proches avaient des difficultés avec la même fréquence, mais quand ils demandaient de l'aide, ils ne le recevaient jamais. Alors, je vous rappelle la définition de l'OMS de la prévention primaire, maintenant que nous avons terminé le chapitre du pourquoi est-ce que c'est si important de s'intéresser à cette problématique. C'est bien sûr, et vous le savez, diminuer l'incidence d'une maladie dans la population, mais plus important, l'OMS détermine deux prérequis. C'est d'abord d'avoir une connaissance de facteurs de risque de la maladie et aussi de pouvoir disposer d'options de réduction de risque efficaces. Je vais vous montrer que c'est le cas pour le cancer du sein. Quels sont les facteurs de risque aujourd'hui reconnus de cancer du sein? Ils sont nombreux et j'ai tenté de les clarifier en 4 groupes. Ce sont les facteurs génétiques, responsables de 5 à 10% de l'ensemble des cancers du sein qui surviennent chaque année en Belgique. Les facteurs environnementaux liés au mode de vie et particulièrement le surpoids et l'obésité, l'absence d'exercice physique et la consommation régulière d'alcool, responsables de plus de 25% des cancers du sein qui surviennent chaque année. Les facteurs liés à l'histoire hormonale et les facteurs liés aux antécédents de biopsie pour des lésions qui restent bénignes mais qui représentent un potentiel de risque significatif. Récemment, un nouveau facteur de risque a été mis en évidence et confirmé à partir de données scientifiques solides. C'est la densité mammaire, je vous en parlerai. On estime qu'un peu plus de 30% de cancers du sein qui surviennent chaque année en Europe sont dus à des facteurs liés au mode de vie. Et particulièrement, je vous l'ai dit, c'est le surpoids, l'absence d'exercice physique et la consommation d'alcool. Des voies de recherche sont très intéressantes, sont aujourd'hui mises en évidence pour comprendre le lien surpoids, obésité, cancer du sein. On sait aujourd'hui que le tissu graisseux va se comporter comme une véritable glande en transformant les androgènes en œstrogènes. On sait aussi que dans le tissu graisseux, un certain nombre de protéines sont très intéressantes dans la recherche causale des phénomènes de carcinogénèse, c'est la dipolectine et la leptine. Et on sait aussi que les voies de résistance à l'insuline qui sont régulièrement sollicitées en cas de surpoids sont des voies métaboliques extrêmement intéressantes pour la recherche préventive. Les femmes qui ont un surpoids et les femmes obèses ont une augmentation de risque de cancer du sein après la ménopause qui peut atteindre 250% en fonction de leur indice de masse corporelle. Consommer régulièrement de l'alcool augmente le risque de cancer du sein et il suffit de consommer plus d'un verre d'alcool par jour. La bonne nouvelle, c'est que pratiquer régulièrement un exercice physique, et on recommande 30 minutes d'exercice modéré 3 fois par semaine, est tout à fait efficace pour diminuer le risque. Alors, pour débroussailler un peu l'ensemble de ces facteurs, vous en avez vu, il y en a de nombreux. Je vais focaliser mon propos sur les facteurs qui ont le plus d'impact sur le risque de cancer du sein. Outre le fait d'être une femme et de vieillir, c'est l'existence de mutations génétiques et des histoires familiales importantes. C'est ces fameuses lésions à haut risque dont je vous ai déjà parlé, je détaillerai un petit peu plus loin. C'est avoir subi une radiothérapie thoracique dans le jeune âge pour une maladie de Hodgkin et c'est une densité mammaire élevée. Commençons par le cas particulier du risque génétique. Je vous ai montré, rappelez-vous, que ça représente une minorité des cancers du sein qui surviennent chaque année en Belgique, probablement plus près de 5% que de 10%. Des altérations donc de structure de certains gènes entraînent une prédisposition accrue non seulement au cancer du sein mais aussi au cancer de l'ovaire. Et les deux gènes principalement concernés
sont le BRCA1 et le BRCA2. Ce sont des gènes localisés respectivement sur les chromosomes 17 et 13. Et ce sont des gènes qui ont une fonction réparatrice. Et donc, quand ils ont une mutation, la réparation de destruction cellulaire, de façon très simplifiée, ne s'opère plus correctement. Il y a également des syndromes génétiques plus rares qui sont responsables de cancer du sein, mais je ne les détaillerai pas aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les femmes qui sont porteuses de ces mutations vont non seulement voir le risque de cancer du sein fortement accru par rapport à la population générale, mais aussi de développer des cancers du sein et des cancers de l'ovaire à un âge beaucoup plus précoce. Je vais vous illustrer ici un cas de la pratique qui vous montre ce qu'est réellement une histoire familiale susceptible d'évoquer l'existence d'une prédisposition génétique. C'est une femme de 32 ans qui nous consulte parce que sa mère a présenté un cancer du sein bilatéral, l'un à 42 ans, à 48 ans. Elle a une sœur qui a un cancer du sein à 36 ans. Elle a une tante qui a un cancer de l'ovaire à 39 ans. Et elle a une grand-mère qui a eu un cancer du sein à 54 ans. Cette histoire vous montre quoi? Que pour suspecter un risque génétique, il faut au moins 3 cas de premier degré, mère, fille ou sœur, ou 2 cas dont l'un est bilatéral. L'existence de cancer de l'ovaire chez cette tante et le cancer du sein chez la grand-mère n'a que finalement peu d'impact sur la possibilité d'avoir une prédisposition génétique. Quand on continue l'arbre généalogique de cette jeune femme, elle a une sœur en bonne santé, une tante en bonne santé, une cousine en bonne santé, et du côté des hommes, son grand-père a présenté un cancer du côlon et les autres hommes de la famille sont en bonne santé. Après un conseil génétique, on va proposer à la maman de subir un test génétique parce que ça va beaucoup plus vite quand on a une personne atteinte qui est d'accord de donner son sang pour qu'on puisse réaliser le test. C'est ce qu'on appelle le cas index. Et on va mettre en évidence que sa maman est porteuse du gène. La sœur touchée va accepter aussi le test, elle est porteuse. 2 autres membres de la famille vont accepter le test. Et à la fin de ce parcours, le test qui sera réalisé chez cette jeune femme ne montrera pas de mutation. Voilà un exemple qui illustre la complexité de toutes ces étapes et ce qui nous fait suspecter un risque génétique. Alors, je voudrais insister sur ceci. Il y a des avantages au test génétique. C'est de pouvoir identifier les femmes à risque. C'est pouvoir mettre en place des détections précoces et des stratégies de prévention. Mais il y a aussi des inconvénients, il ne faut pas les oublier. Le test actuellement ne détecte pas toutes les mutations et le risque de cancer sporadique existe toujours. Et les interventions sont pour le moins mutilantes quand on va les réaliser en prévention primaire. Et les conséquences psychologiques, sociales et éthiques sont parfois très complexes. Nous avons instauré pour toutes nos consultations préventives dans le cadre d'une histoire familiale de ce type ce qu'on appelle le conseil génétique. C'est une étape, à mon sens, extrêmement importante qui permet à la personne qui croit que venir faire un test génétique, c'est simplement faire une prise de sang, d'anticiper ce que donneront les résultats de ce test. 3 maîtres mots dans cette prise en charge: l'information, le temps et l'accompagnement psychologique. Parlons maintenant des lésions mammaires à haut risque. Vous voyez ici une très jolie image de l'opacification sur une pièce de mastectomie d'une partie de l'arbre galactophorique. Alors on va regarder un petit peu plus en détail ces canaux. Voilà ce que ça donne de façon schématique. Donc entre le canal normal et la présence d'un cancer du sein, on sait qu'il y a un continuum de lésions qui vont se développer, qui ont un potentiel de risque différent. Elles vont de l'hyperplasie simple, en passant par l'hyperplasie avec des atypies. Les cellules ont l'air d'un cancer, mais sont peu nombreuses. La néoplasie in situ, qu'on ne voudrait plus appeler aujourd'hui un cancer in situ, parce que c'est surtout un marqueur de risque et pas un réel cancer. Et ce sont ces lésions-là qu'aujourd'hui on découvre de plus en plus lorsqu'on réalise des microbiopsies pour des images anormales à la mammographie. Et c'est particulièrement les hyperplasies avec atypie
qu'elles soient lobulaires ou canalaires, qui vont représenter un risque significatif. J'ai oublié de la lire. Voilà, ça va mieux. Merci beaucoup. Pour les femmes qui présentent ce type de lésion avec atypie, sur une période de 15 ans, sur 100 femmes, 16 vont développer un cancer du sein. Donc c'est un risque significatif. La densité mammaire, je vous ai dit que c'était un facteur de risque, mais récemment en évidence, ces 10 dernières années, et les études sont de plus en plus nombreuses, parce que grâce à l'évolution de la technologie mammographique, en particulier de la mammographie digitale, on peut aujourd'hui acquérir des images d'une qualité extraordinaire qui permettent de mesurer plus précisément cette densité mammaire. Alors elle traduit la proportion des différents tissus du sein. Le ciel peut changer, la densité mammaire aussi, et vous voyez ici des exemples de différents types de densité. En haut à gauche est un sein totalement transparent, essentiellement graisseux. La densité mammaire est proche de 0. En extrême, un sein très très dense, qui est très riche en tissu fibroglandulaire. Cette dernière image de sein très dense a aussi une conséquence, c'est qu'on sait que dans des images de ce type, la spécificité et la sensibilité du dépistage mammographique vont diminuer très significativement. Et d'où l'importance de rajouter l'échographie systématique au dépistage. Ça reste encore aujourd'hui dans notre pays un débat qui est loin d'être clos. C'est un biomarqueur de risque de cancer, qu'il soit hormonosensible ou pas hormonosensible. Et la densité mammaire a un caractère héréditaire. Et vous voyez que le risque de cancer du sein va s'accroître en fonction de la densité mammaire. Notre équipe a développé, il y a 4 ans, un algorithme de modèle computérisé pour mesurer de façon systématique la densité mammaire lors de tous nos examens sur imagerie numérique. Alors, c'est une étape importante parce que jusqu'il y a peu, la densité mammaire était estimée de façon tout à fait qualitative, subjectivement par le radiologue en 4 catégories. Et si on veut utiliser la densité mammaire comme un biomarqueur de réponse à certaines interventions préventives, il est extrêmement important de pouvoir être précis dans son estimation au pourcentage près. Quelles sont les stratégies de prévention aujourd'hui disponibles? Je vous rappelle que l'OMS avait ces 2 prérequis. Il faut connaître des facteurs de risque, il faut pouvoir disposer de stratégies préventives efficaces. Eh bien, ce tableau, j'ai tenté d'y résumer des années de recherche préventive. Pour les femmes qui ont un risque de cancer du sein élevé, nous disposons aujourd'hui de médicaments préventifs qui diminuent le cancer du sein d'environ 50%. Pour les femmes qui sont porteuses de mutations génétiques, malheureusement, les moyens préventifs restent des chirurgies extrêmement mutilantes, mais ces dernières années, on a démontré que parmi ces chirurgies, l'ablation des ovaires, dès que la femme avait terminé ses projets d'enfant et un peu avant la ménopause, pouvait non seulement, et c'est bien évident, diminuer le risque de cancer de l'ovaire, mais aussi diminuer d'un peu plus de 50% le risque de cancer du sein. Et c'est ces voies-là que, dans notre pratique personnelle, nous essayons de développer, donc plutôt ce type de chirurgie que des mastectomies prophylactiques préventives. Pour les femmes qui présentent des lésions à haut risque, un médicament qui est le tamoxifène est particulièrement efficace, mais je voudrais vous rappeler que pour toutes les femmes, qu'elles soient à risque ou pas à risque, des modifications du mode de vie peuvent donner des diminutions de risque presque aussi efficaces que certains médicaments. Allons-y dans les médicaments. 3 médicaments aujourd'hui démontré une efficacité dans la prévention du cancer du sein, et ceci est basé sur des études scientifiques solides. C'est le tamoxifène et le raloxifène, qui sont 2 inhibiteurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes. Le raloxifène ayant moins d'action agoniste, donc comme les œstrogènes, sur l'utérus, est probablement plus intéressant en post-ménopause. Et enfin, tout récemment, il y a 1 an, l'exémestane, qui est un inhibiteur de l'aromatase, qui est cette enzyme qui va transformer
nos androgènes en œstrogènes au niveau du tissu adipeux. Et je voudrais m'attarder une toute petite minute sur l'effet du tamoxifène sur la densité mammaire. Dans un des tout premiers essais de prévention qui comparait le tamoxifène au placebo chez des femmes à haut risque, une équipe anglaise a démontré que la réduction de la densité mammaire était significativement plus élevée dans le groupe tamoxifène que dans le groupe placebo, et particulièrement chez les femmes jeunes. Et extrêmement intéressant aussi, le même groupe a montré l'année dernière que la diminution de densité mammaire associée au tamoxifène pouvait être associée à la diminution du risque de cancer du sein, parce que les femmes à haut risque dans cette étude, qui avaient au moins 10% de diminution de leur densité mammaire sous tamoxifène, voyaient diminuer leur risque de cancer du sein de 63%. On attend la validation de ces résultats, mais ils sont extrêmement importants pour ceux qui s'intéressent à la prévention, parce que s'ils sont confirmés, ils nous suggèrent que cette densité mammaire, bien, ça nous permettrait non seulement de sélectionner des patientes candidates pour des interventions préventives, mais aussi de pouvoir juger de l'efficacité de ces interventions préventives au niveau individuel, ce qui est extrêmement important. Juste pour vous dire que le fameux number need to treat qu'on nous rabâche souvent, si on regarde les statines pour prévenir un accident coronarien, il faut 150 femmes traitées pour en prévenir un. Les statines sont remboursées par la mutuelle en prévention. Si on regarde le tamoxifène, il faut traiter 55 femmes à haut risque pour prévenir un cancer du sein. Or, aujourd'hui en Belgique, aucun de ces médicaments n'est remboursé dans l'indication de prévention préventive. Bon, je pense que vous m'entendez bien. Oui? Donc il est tombé, mais ce n'est pas bien grave. Donc comme tout médicament a des effets secondaires, et notre défi en pratique clinique, c'est de pouvoir estimer le profil de risque le plus adéquat et les situations où le risque de prendre le médicament est moindre que le bénéfice qu'on en attendrait. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est un sujet qui peut à lui seul justifier une journée de recherche. Alors, diadrapel, on a vu, modification du mode de vie, médicaments, chirurgie dans certains cas plus rares, voilà nos stratégies. Mais le bénéfice net, puisque tout ça a potentiellement des effets secondaires, sauf les modifications du mode de vie a priori, donc notre bénéfice net va dépendre de notre capacité à quantifier le plus précisément possible le risque d'une femme individuelle. Et c'est ça le défi en pratique de tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on va calculer les risques de cancer du sein? Très rapidement, juste vous dire qu'il existe aujourd'hui des modèles mathématiques. Dans notre consultation préventive, nous les intégrons dans nos dossiers médicaux. Le modèle le plus souvent utilisé aujourd'hui dans notre équipe est le modèle de Thirer-Cuzick parce qu'il nous permet d'analyser un certain nombre de facteurs. Je vais vous l'illustrer. Je reviens au modèle qui a été le plus utilisé ces 10 dernières années, c'est le modèle de Gale, où on rentre l'âge des premières règles, le nombre de biopsies pour ces fameuses lésions à risque dont je vous ai parlé, et l'âge de la première grossesse. Voilà ici l'exemple d'une femme à risque, et vous voyez, le modèle imprime ce type de tableau qui est assez, me semble-t-il, lisible. Nous avons en noir le risque chaque fois en fonction d'un âge donné de cette personne. Au cours de la vie, elle va avoir un risque qui est de 37%, et on estime qu'au-dessus de 30, c'est un très haut risque. C'est une candidate à une discussion d'un médicament préventif. Mais le problème du modèle de Gale, c'est que malgré qu'il soit extrêmement accessible, on peut le consulter sur Internet, l'intégrer à n'importe quel dossier médical, et qu'il soit bien calibré pour une population de femmes qui fait un dépistage, il a une mauvaise discrimination au niveau individuel, et nous recherchons toujours la meilleure façon d'être dans cette relation individuelle pour communiquer à propos du risque. Et donc, on utilisera plutôt le modèle de Thirer-Cuzick, qui dans les statistiques de concordance va atteindre 0,85, donc qui est mieux, il n'est pas parfait,
et va intégrer aussi l'histoire familiale, nous permettre de calculer une probabilité d'être porteur d'une mutation génétique et introduire des facteurs de risque comme la taille, le poids, l'utilisation d'un traitement hormonal. Il nous donne ce type d'algorithme où vous voyez ici le risque de la population et le risque de cette patiente individuelle en fonction de ses dents et des dents dans ce cas particulier. Mais ces modèles ne sont pas suffisants. Alors, quelles sont les grandes voies de recherche qui s'annoncent et qui sont en cours pour affiner toujours ce risque calcul individuel? La densité mammaire, je vous en ai parlé. C'est probablement un biomarqueur extrêmement important si on valide les données de l'étude anglaise. Et puis, il y a ces lésions mammaires à haut risque. Je vous ai montré que c'était un facteur de risque important. Je vais rajouter aussi que ce type de lésion a une prévalence élevée chez les femmes à haut risque. Mais les femmes qui font du dépistage ne vont pas se faire biopsier les seins. Donc, on ne sait pas quelle est la prévalence exacte dans la population générale. Et aujourd'hui, on est en train de développer différentes techniques minimales invasives pour essayer d'obtenir des cellules chez des femmes en bonne santé pour moduler leur risque. Il y a 3 techniques qui ont été proposées dans la littérature. L'aspiration de sécrétion mamelonnaire, c'est tout simple. Le lavage canalaire, un peu plus compliqué, plus onéreux, ça fait un peu plus mal. Et la ponction périaréolaire à l'aveugle. Notre équipe utilise cette dernière technique que nous validons actuellement sur des chirurgies du sein que nous réalisons pour juger de la faisabilité. Alors ça permet d'obtenir des cellules de façon importante. Regardez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc vous voyez, ce n'est pas une cellule, c'est vraiment des petits paquets cellulaires sur lesquels peuvent être faits un certain nombre de tests, et ça c'est extrêmement intéressant. C'est aussi une façon de raccourcir les designs d'études de recherche préventive, parce qu'ils sont longs en général, extrêmement coûteux. Et donc de pouvoir disposer de biomarqueurs de ce type permet, en tout cas pour des études de phase 2, d'aller beaucoup plus vite. Et donc c'est une voie de recherche extrêmement intéressante. Un petit mot avant de terminer sur la problématique du risque, de communiquer à propos du risque. On sait qu'aujourd'hui, les femmes de la population générale, quel que soit le pays dans lequel ça a été réalisé, mais jusqu'à peu, on n'avait pas de données pour la Belgique, je vais vous en parler rapidement, les femmes surestiment leur risque de cancer du sein. Quand on leur demande quelle maladie craignez-vous le plus, elles vont mettre le cancer du sein, mais la maladie cardiovasculaire, elles vont la mettre en toute dernière position, alors que c'est la première cause de mortalité chez la femme. Il y a une très mauvaise compréhension de la statistique 1 sur 8, 1 sur 9, qui est vue comme une probabilité à court terme de développer la maladie et pas vue comme un risque cumulatif. Et donc, il est important de tenir compte de cette problématique avant de commencer à parler du risque à un individu. Alors, nous ne disposions pas de données belges. Très rapidement, je vais vous parler des points importants d'une enquête que nous avons réalisée en 2009. L'idée était de tester la connaissance des femmes belges sur les facteurs de risque de cancer du sein, leur perception de leur risque individuel et qu'est-ce qu'elles pensaient de la prévention. Alors, c'est une population de femmes socio-économiquement favorisées. Je travaille dans un hôpital public et j'ai une patientèle totalement différente de ce que mes collègues ont l'habitude d'avoir dans certains autres types de consultations. Les femmes qui viennent à la clinique du sein, ce sont pas des femmes socialement défavorisées. Ça le confirme. Donc elles ont un diplôme, elles ont un travail, elles ont déjà fait des mammographies. C'est des femmes qui prennent soin d'elles. Et malgré ce biais positif, regardez un petit peu ce qu'elles connaissent. Les facteurs de risque modifiables sont ignorés par la majorité des femmes interrogées. Plus inquiétant pour les membres de l'académie et mes chers collègues, c'est que même si elles sont envoyées par un gynécologue ou un généraliste, ça ne change absolument rien à leur connaissance au sujet des facteurs de risque de la maladie. Et seulement une femme sur 10 estime correctement son risque de cancer du sein. Quelque chose qui revient beaucoup quand on s'intéresse au cancer du sein et qu'on interroge les femmes, c'est leur attitude par rapport à la recherche préventive qui est essentielle. La recherche en général dans le cancer du sein, on le savait, mais de la recherche préventive, à mon sens, ce sont les premières données. Eh bien, une majorité d'entre elles ont un intérêt dans cette recherche clinique si ça leur sert, mais près de la moitié d'entre elles si ça ne leur servirait pas.
et plus de 80% d'entre elles souhaitent plus d'informations sur les moyens de diminuer leur risque de cancer du sein. Alors les résultats de cette première enquête belge qui nous donne ces chiffres à l'échelle de notre pays nous montrent clairement que l'ignorance sur l'incidence, les facteurs de risque, le risque personnel font qu'il est très peu probable que la population générale et les femmes à risque en particulier puissent choisir de prendre les décisions qui s'imposent pour diminuer leur risque de cancer du sein. Alors en pratique, ça se passe comment ? La consultation est organisée pour déterminer si le risque est suffisamment élevé pour justifier des mesures de surveillance particulières, je vous en ai parlé, ou des interventions préventives plus ciblées, entre autres à base de médicaments. C'est motiver les femmes à risque à envisager ces options, ça prend parfois du temps, il faut répéter les consultations, mais on n'est pas particulièrement pressé en prévention. Et puis rassurer la majorité des femmes, celles à risque faible ou modéré. On dispose d'un nombre important de recommandations en la matière et il est aussi important de se dire que suivre une espèce de checklist, c'est important. C'est d'abord un calcul de risque par le modèle de Thierer, sur base aussi de l'histoire familiale. Qu'est-ce qu'on fait avec les biomarqueurs? Est-ce que cette patiente est justifiable, cette femme, parce qu'elle n'est pas malade, est justifiable d'avoir une ponction périaréolaire? Est-ce qu'on va intégrer sa densité mammaire? Et bien sûr, sans oublier dans le contexte préventif, la santé générale d'un individu. Ah, je passe. Alors, les défis qu'il nous reste à affronter. Je pense que promouvoir la prévention primaire, vous l'aurez compris, il n'y a pas une clé et une solution. Le cadenas est plutôt à, j'en mettrai pas 4, une trentaine de barrettes au moins. Mais ne désespérons pas. Et je pense que les actions prioritaires à mener, elles sont de 3 ordres. D'abord, fournir une information de qualité, la diffuser. Mais c'est le rôle non seulement des soignants que nous sommes, mais de tous les acteurs, qu'ils soient les associations de patients, les responsables politiques. Je pense qu'il est extrêmement important de développer des politiques d'information cohérentes sur les facteurs de risque, peut-être pas simplement pour le cancer du sein, mais pour la santé en général de notre population. Intégrer la prévention primaire dans le parcours de soins des cliniques du sein, c'est fondamental. Aujourd'hui, rien n'est fait pour la prise en charge des femmes qui présentent un risque élevé de cancer du sein. Ces femmes sont mises en général dans des programmes de dépistage qui ne sont pas particulièrement spécialisés ou pointus. On leur propose rarement des stratégies préventives médicamenteuses. Et puis, développer la recherche préventive qui concerne les médicaments, bien sûr, mais l'importance aussi, dans le cadre de cette recherche, de développer des bases de données. C'est un projet qu'on mène aujourd'hui grâce à une récompense de la SBL Iris Recherche dans notre réseau, créer une base de données de lésions à haut risque pour pouvoir aussi utiliser des bases biologiques de tissus. Il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a aucun essai préventif disponible pour les femmes à haut risque de cancer du sein dans notre pays. Alors, les défis, vous l'aurez compris, ils sont nombreux. Quelle est la meilleure communication à propos du risque? Là aussi, c'est tout un sujet. Les coûts et bénéfices. Bonne nouvelle, un très très intéressant rapport australien a montré, je vous rappelle ma diade du Number Need to Treat, 55 femmes à haut risque à traiter pour prévenir un cancer du sein. Eh bien, les Australiens ont démontré que c'était cost-effectif. Les nouveaux marqueurs prédictifs du risque, mais aussi du bénéfice, là, tout le potentiel de la densité mammaire, mais aussi toute la difficulté de la mesurer correctement. Et enfin, définir le rôle du médecin généraliste, parce que notre récent plan cancer en Belgique lui a attribué un rôle bien mérité dans la prévention primaire. Mais qu'en est-il de sa formation? Alors, je termine par 3 ou 4 diapositives. Celle-ci est très, très encourageante pour les passionnés de prévention. C'est qu'aux États-Unis, on a montré une chute d'incidence du cancer du sein début des années 2000. Et l'équipe qui a publié dans le New England ces résultats, 7% de diminution, 14% de diminution des cancers récepteurs positifs, eh bien, on l'ont attribué à la chute d'utilisation des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause qui étaient pris à long terme aux États-Unis avec des progestatifs extrêmement dosés. Différents pays européens ont essayé de
voir si ça se vérifiait. Les résultats sont très contradictoires en Europe. Je vous rappelle que toutes les femmes à risque accru de cancer du sein ne bénéficieront pas d'un traitement, que toutes les femmes qui en bénéficieraient ne le souhaitent peut-être pas, toujours cette approche individuelle. Les stratégies de prévention doivent être évaluées dans le contexte de la santé générale d'un individu, il ne faut pas l'oublier, et qu'il n'y a pas, j'espère vous l'avoir montré, qu'une seule stratégie de prévention appropriée pour toutes les femmes à haut risque. Avant d'arriver dans votre service, professeur Fruling, comme externe, j'ai étudié la médecine et on m'a appris à l'époque qu'il n'y avait pas de moyen efficace pour diminuer le cancer du sein, si ce n'est que de faire beaucoup d'enfants. À l'époque, ça ne m'avait pas fort séduit. J'espère vous avoir montré qu'aujourd'hui les choses ont changé et qu'on est dans une ère de changement pour essayer de mieux déterminer le risque, de mieux sélectionner les femmes qui pourraient bénéficier d'interventions préventives pour certaines d'entre elles, on puisse éviter l'évitable. Et je vais vous remercier pour votre attention et vous donner une petite précision supplémentaire. Peut-être certains d'entre vous se demandent-ils, mais qu'est-ce que ça veut dire ISALA? Alors, ISALA, ce n'est pas un acronyme très compliqué. C'est le nom que nous avons choisi pour notre clinique du sein. Un projet pionnier, il fallait une pionnière, et c'est le prénom de la première femme médecin belge, qui était contemporaine de Marie Popelin, une grande juriste aussi, et qui a créé en 1858, si je ne me trompe, un centre pour les prostituées tout près de notre clinique du sein à César de Parc. Merci de votre attention.